Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais vraiment trop hâte de faire. Je vais vous parler d'une terrible affaire qui a eu lieu au Japon et qui serait peut-être l'histoire cachée derrière le fameux film des studios Ghibli, Totoro. Donc cette envie de faire des recherches sur cette histoire m'est venue simplement du fait que la dernière fois, pour la centième millième fois, je regardais Totoro et je me suis demandé si les Totoro existait vraiment, si c'était vraiment un truc réputé au Japon, parce qu'on sait qu'au Japon, les esprits, tout ça, les fantômes, etc., c'est super connu. Et donc je me suis dit, bon, je vais faire des recherches, et c'est là que je suis tombée sur cette affaire vraiment terrible, qui serait peut-être derrière tout ce film, et ça serait pas du tout ce que l'on croit. Donc cette histoire se passe le 1er mai 1963. Une jeune fille de 16 ans nommée Yoshi Nakata est portée disparue alors qu'elle se rendait tout simplement sur le chemin de son école. Après sa disparition, dans la même nuit, les parents y reçurent une demande de rançon manuscrite et le contenu de cette rançon demandait simplement d'apporter 200 000 yens, ce qui fait un total de 1415 € dans un endroit près de chez eux à minuit. Donc le lendemain, le 2 mai. C'est la sœur de Yoshi qui va apporter l'argent, mais de l'argent factice, donc faux, à l'endroit indiqué sur la lettre de rançon. Elle est accompagnée évidemment de plusieurs policiers qui viennent se cacher dans les buissons pendant qu'elle va sûrement rencontrer notre protagoniste. Et c'est là qu'un homme arrive et donc il commence à parler avec elle, mais il devient vite très suspicieux et donc du coup il s'en va avant même que la police ait eu le temps de l'attraper tout simplement. Donc je trouve que c'est pas très malin de la part des policiers, je sais pas pourquoi ils ont attendu. Attendu quoi en fait, genre tu vois un mec, tu l'attrapes, je sais pas, ils se sont dit c'est peut-être pas lui mais je sais pas, mais du coup le mec a quand même eu le temps de s'échapper, donc c'est quand même bizarre. Bref. Le 4 mai au matin, donc 3 jours après, on retrouve le corps de Nakata Yoshi qui est retrouvé enterré dans le terrain d'une ferme et la police détermine qu'elle a été violée puis assassinée. Donc les recherches continuent pour retrouver qui serait le présumé coupable de toute cette de ce crime abominable. Et donc le 6 mai, on retrouve un homme qui s'est suicidé la veille de son mariage et qui a le même groupe sanguin que la personne qu'on est censé rechercher. Mais finalement, c'était pas du tout ce mec-là. Mais près de la maison de notre petite Yoshi se trouve une ferme de cochons. Alors pourquoi cette ferme est importante? Parce que la famille du propriétaire de cette ferme et la plupart des employés sont des Burkimin. Burakumin, je sais pas trop comment on dit, mais je vais vous expliquer ce que sont les Burakumin. Du coup juste je vais lire la définition parce que je l'ai pas en tête comme ça. Donc les Burakumin est un terme japonais désignant un groupe social minoritaire, donc des japonais qui sont discriminés socialement et économiquement. Les Burkimin forment une des plus importantes minorités au Japon. Et donc même au sein de leur communauté, ils sont considérés comme dangereuses et violentes parce qu'ils ont fait des vols qui sont violents, je pense qu'ils font beaucoup de bagarres ou ce genre de choses. La police va donc s'intéresser à ce groupe qui était juste près de la maison de la victime et ils vont arrêter un certain Kazuo Ishikawa qui a 24 ans au moment où il l'arrête. Mais c'est pour un délit du coup sans rapport avec l'affaire. Celui-ci niera d'abord être le meurtrier, mais il cédera plus tard, apparemment sous la pression des policiers, et le 20 juin, donc, il confesse d'avoir tué, violé, assassiné, tout ce que vous voulez, la jeune fille. Mais alors, quelles sont les preuves qui incrimineraient notre petit Ishikawa? Donc je vais vous énumérer quelques preuves, pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, et c'est juste pour que vous compreniez un peu pourquoi ça pourrait être lui. Donc déjà il y a toute une histoire de lettres. Donc en fait on a un des symboles dans la lettre de rançon qui a été écrite par erreur. Et il y avait la même erreur
qu'a fait Ishikawa dans la lettre qu'il a écrite au policier. Donc il a écrit une lettre au policier, du coup dans la rançon et dans cette lettre là il avait la même erreur. Et ça va être beaucoup de ça. On va aussi regarder la lettre de la rançon et la lettre qu'a fait Ishikawa au policier. Bah c'est la même écriture. Des fois ils écrivent vous savez au Japon il y a plusieurs alphabets et du coup à chaque fois ils se trompent sur l'alphabet dans les deux lettres. Ils mélangent les nombres chinois et arabes, les deux. Ils mélangent plein de fautes en fait d'alphabet dans les deux lettres, et il y a ces mêmes fautes là qu'on retrouve pour Ishikawa dans la lettre qu'il a fait au policier et dans la lettre de rançon. Donc il aurait demandé où se trouve la maison du père de Yoshi à un fermier du voisinage quand il a déposé la lettre de rançon. Donc c'est ce que Ishikawa nous a dit, parce que je vous rappelle quand même qu'il a fait des aveux, qui s'est prononcé que c'est lui qui avait tué Yoshi, donc du coup il a dû expliquer comment ça s'est passé. Effectivement, le fermier à qui il aurait demandé où est la maison l'aurait reconnu. Il aurait bien dit que cet homme lui avait vraiment demandé où est la maison. Aussi, il a mentionné qu'il avait vu une voiture qui était garée près de la maison de la victime quand il a déposé la lettre. Et effectivement, quand on a retracé un petit peu, ce jour-là, il y avait une voiture. La police a retrouvé un marchand d'engrais qui était garé, enfin, du coup, avait un van qui avait garé le van à ce moment-là. Le corps de la victime, il est attaché avec des serviettes. Il est attaché avec une serviette de table et une serviette pour les mains. Donc du coup, c'est deux marques qui sont différentes. Et apparemment, ce Ishikawa, ça serait la seule personne qui aurait les deux. Donc je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, aurait les deux, si c'est genre une des seules personnes qui a les deux marques, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas voilà, une histoire de serviette. Donc je vous le rappelle, la sœur de Yoshi était allée chercher, du coup était allée remettre la rançon au présumé meurtrier, et donc elle était entourée de policiers. Et donc ce policier, enfin les policiers et la sœur de Yoshi ont certifié que le gars qui était venu pour aller récupérer la rançon avait la même voix que Ishikawa. Aussi Ishikawa au début, donc quand il n'avait pas encore avoué son crime, il a dit qu'il avait travaillé toute la journée avec son frère, mais plus tard la police a découvert que cet alibi était un mensonge. On a aussi un autre élément qui quand même pourrait prouver le fait que Ishikawa en fait n'est pas si innocent que ça. Le stylo de la victime, il a été retrouvé chez lui. Mais ce qui est bizarre, c'est que il a été découvert, donc ce stylo a été retrouvé qu'à la troisième fouille de son appartement, de son domicile. Donc le 23 mai en fait, le jour où Ishikawa est arrêté, la police elle l'a réveillé, ils l'ont arrêté et ils ont fouillé pendant 2 heures. Donc 12 policiers ont fouillé sa maison pendant 2 heures. Et donc ils ont trouvé plusieurs objets incriminants, mais pas le stylo de la victime. Du coup ils y sont retournés le 18 juin. Et là cette fois-ci c'est 14 policiers qui participent. Ils cherchent le sac de la victime, sa montre et son stylo. Mais encore une fois là, rien n'a été trouvé encore pendant 2 heures. Ils y retournent une troisième fois. On nous fait un total de 26 policiers qui ont tout cherché et tout ça. Et là, le stylo est retrouvé dans un encadrement de la porte de la cuisine. Donc la cour expliquera que les 26 policiers ont sûrement négligé le dessus de la porte. Mais là encore une fois, les deux cours qui s'occupent de l'affaire, elles sont pas d'accord sur pourquoi ils auraient négligé le dessus de la porte. Il y en a qui disent que c'était trop évident, du coup ils auraient pas vu, je vois pas du coup what the fuck. Et les autres disent que c'était trop haut, du coup ils sont pas allés voir. Mais on sait que la porte fait 1m86 et surtout il y avait un tabouret devant la porte. Donc, ça tient pas trop, dans les deux cas c'était chelou, c'est bancal. Apparemment quand même nos policiers seraient extrêmement bien formés, et vu que l'affaire du meurtre à ce moment là était déjà un scandale, les policiers sont censés tout faire pour trouver des preuves. Donc ils ont quand même fait 3 fouilles intensives avec à chaque fois 14-15 policiers, ça fait un total d'à peu près 30 policiers tout le temps. Pendant 2 heures ils n'ont pas trouvé le stylo qui était sur l'encadrement de la porte de la cuisine. C'est quand même un petit peu farouche toute cette histoire. Maintenant, puisque je vous rappelle, cette affaire n'est pas encore résolue, malheureusement, on a aussi des preuves qui prouveraient en fait l'innocence d'Ishikawa, donc que ça ne serait par lui. Donc je vais vous en
énumérer quelques-unes aussi. Tout d'abord, il n'aurait pas pu écrire cette lettre de rançon. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais je vous le rappelle, il vient d'un milieu pauvre, les Burkhamines, donc il n'aurait pas accès à l'éducation, il ne serait jamais allé à l'école primaire. Donc techniquement, il ne saurait pas lire ni écrire. Du coup, la cour, pour contrer ça, elle dit bah, il a tout simplement recopié les caractères japonais dans un magazine. Sauf que du coup, les experts diront que vraiment l'écriture sur la rançon ne correspond pas du tout à l'écriture que à la lettre qu'a fait Ishikawa à la police, alors qu'avant on disait le contraire. Et on n'a pas d'empreinte digitale sur la lettre, dans tous les cas la lettre de rançon, donc on peut pas du coup savoir qui l'a écrit. Pour incriminer Ishikawa, puisque c'est un petit peu flou tout ce qui est en train de se passer, il va simplement se baser sur les aveux que a donné Ishikawa à la police. Mais le problème, encore une fois, et du coup ce qui fait que ça ne l'incriminerait pas, c'est qu'en fait il dit n'importe quoi. Enfin, il y a des trucs qui collent pas. Lui, comment il fait ses aveux, il y a plein de choses qui collent pas, qui se rapportent pas à la vraie scène de crime. Enfin, il y a plein d'incohérences quoi. Et en plus, il n'y a pas de témoin qui certifie avoir vu Ishikawa avec la jeune fille, alors qu'Ishikawa nous dit que lui et la victime, ils ont marché ensemble sur plusieurs centaines de mètres au milieu de la journée, donc en plein milieu de la journée, sachant que le jour où ils auraient marché et le chemin qu'ils ont pris passe dans un champ et que ça correspond le même jour avec un festival annuel. Du coup il y aurait à peu près 800 personnes et il y a surtout des gens qui auraient pris ce champ là. Comment ils auraient pas pu voir Ishikawa et une jeune fille alors qu'il y avait plein de gens, qu'il y avait des gens qui travaillaient dans les champs aussi. C'est un petit peu bizarre. En plus les personnes qui travaillent dans les champs ont été interrogées et personne du coup dit qu'ils ont vu Ishikawa et une jeune fille. Ensuite, les aveux encore qui sont incohérents. On a donc Ishikawa, il aurait porté le corps de Yoshi de 54 kg sur tout le chemin donc, de la forêt jusqu'à son domicile. Et ensuite il l'aurait attaché avec une corde autour de ses chevilles et il l'a jeté la tête la première dans un trou. Du coup il aurait porté le corps face à lui, donc comme ça, sur tout le chemin, sans jamais le mettre sur les épaules. Donc vous doutez bien qu'il y a des experts qui ont testé ça, donc de porter un corps de 54 kg comme ça, ils ont fait le même chemin et aucun homme a réussi, sachant qu'ils étaient plutôt musclés, etc. Et il n'y a vraiment personne qui a réussi. Donc comment lui il aurait pu le faire si eux ils n'arrivent pas? De plus, par rapport aux cordes qui ont été attachées, le médecin légiste a également témoigné que si c'était un cadavre frais, bah il n'aurait pas, enfin du coup il aurait les empreintes de cordes sur la cheville et tout. Et là, bah, elle avait aucune trace. On avait plusieurs empreintes digitales un peu partout sur tous les endroits que nous a évoqué Ishikawa, mais jamais celle d'Ishikawa. Donc Ishikawa a été condamné à la peine de mort le 11 mars 1964. Mais au procès d'appel, il commence à clamer son innocence, alors que de base c'est lui qui avait fait des aveux, mais là il commence à dire qu'il est innocent. Il est donc finalement condamné à perpétuité et plus peine de mort, parce que lui et les personnes qui le soutiennent insistent sur le fait que la police l'a forcé à faire des aveux. Je vous le rappelle, apparemment il aurait fait ses aveux parce que la police l'aurait forcé, en l'isolant et le menaçant pendant presque un mois. La police, elle aurait aussi intimidé Ishikawa, menaçant d'arrêter de poursuivre son frère, donc son frère qui était le seul soutien familial d'Ishikawa à ce moment-là, et que du coup, finalement, il en aurait eu marre aussi des interrogatoires, toujours à répétition, et que du coup, il aurait fini par céder, juste pour avoir la paix. Donc ceux qui le défendent insistent sur le fait qu'il ne sait pas lire ni écrire, donc comme je vous l'avais dit, puisqu'il vient d'un milieu pauvre. Mais le problème avec ça, c'est que l'ancien employeur d'Ishikawa certifie que lui, Ishikawa, il lisait des livres hebdomadaires, des journaux, des livres sur les règles de circulation de la voiture, donc vraiment des trucs de ouf. Ishikawa, lui, insiste sur le fait qu'il connaît pas du tout la justice, il connaît pas du tout le principe des avocats, et que donc les policiers s'en serviraient à leur avantage puisqu'il n'y connaît rien en la justice. Et que du coup, en gros, la police donne de fausses informations à son avocat et tout ça. Donc au final, il obtient la libération conditionnelle et il sort de prison en 1994. Voilà. Bah du coup aujourd'hui il est plus en prison puisqu'il est sorti en 1974.
Et donc il se bat avec ses partisans pour un nouveau procès qui serait plus équitable, pour un petit peu laver son nom. Donc j'ai un petit peu envie de revenir sur toute cette affaire avant de passer à Totoro. C'est quand même vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez vous, si vous pensez que c'est Ishikawa qui a commis le meurtre ou pas du tout, et que c'est peut-être les policiers qui ont quelque chose à se reprocher, qu'il y a un problème, ou peut-être que c'est quelque chose de carrément plus gros derrière, parce que voilà, les policiers quand même, je vous le rappelle, donc ils ont fait plusieurs erreurs. Au début donc ils ont pas arrêté le gars de la rançon, alors que c'était un petit peu pour ça qu'ils sont venus, c'était dans le but d'arrêter directement le mec. Ils l'ont pas fait, ils ont fait 3 fouilles pour retrouver un stylo. Au bout de la 3e fouille, ils auraient du coup un petit peu harcelé, abusé, vraiment fait en sorte de rendre un peu et de faire des menaces à Ishikawa, genre voilà, on va arrêter ton frère si tu dis pas, machin, dans 10 ans tu seras libéré, t'inquiète. Donc c'est comme s'il lui avait forcé un peu la main, peut-être pour se débarrasser vite de cette histoire. Mais dans ce cas là, pourquoi ils ont vite envie de se débarrasser de cette histoire? Peut-être qu'ils avaient vraiment juste envie d'arrêter Ishikawa pour leur kiff personnel, mais au final il a même pas été arrêté. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les policiers? Est-ce que chez Ishikawa? Moi, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Moi vraiment, je vous avoue que je suis assez perdue en vrai. Mais je pense que les policiers, à mon avis, c'est quand même quelque chose de bizarre. Et vu que ce serait quand même un petit peu du racisme entre guillemets, parce que Ishikawa vit dans un milieu pauvre, du coup ils se sont dit bon on va dire que c'est lui, basta. Donc maintenant vous avez un peu tout le contexte de cette histoire, je vais vous expliquer pourquoi cette histoire pourrait nous coïncider avec notre affaire Totoro. Déjà ces théories, c'est pas moi qui les ai inventées, elles ont été évoquées par Fellowof qui est un internaute, donc j'ai pas pu retrouver trop qui c'était, mais en tout cas apparemment tout d'abord elles ont été évoquées par lui. Donc déjà le premier indice qui nous fait que ça pourrait coïncider, c'est que les deux histoires se passent au même endroit, donc à Sayama. Voilà, l'histoire de Totoro ça se passe à Sayama, et l'incident de Sayama ça se passe à Sayama. Ensuite bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais en gros Totoro ça serait un peu caractérisé comme un dieu de la mort, et du coup le fait qu'il n'y a que les filles qui le voient, c'est parce qu'elles sont toutes les deux proches de la mort, puisque je vais vous expliquer pourquoi après. Et du coup le fait aussi que par exemple quand les deux sont à l'hôpital avec leur mère et il y a Totoro tout ça, et que leur mère sent la présence de ses filles, c'est parce qu'elle aussi serait plus ou moins proche de la mort. J'associe encore une fois les deux parce que du coup l'incident de Sayama s'est passé en mai, et les deux filles, donc Mei et Satsuki, en fait leurs deux prénoms veut dire Mei, hein. Mei ça veut dire Mei du coup en anglais, et Satsuki en japonais ça veut dire Mei aussi. Du coup il y aurait encore une fois là des petites coïncidences. Ensuite c'est par rapport aux sœurs. En fait l'histoire ça serait que en fait sur le lac la Mei serait morte, et du coup Satsuki ayant retrouvé la chaussure, enfin voilà, elle a préféré mentir parce qu'elle était trop mal que sa soeur soit vraiment morte. Et du coup après, vu qu'elle appelle Totoro etc, ce serait pour aller retrouver sa soeur donc dans le royaume des morts, et du coup elle se serait suicidée, puisque du coup en fait la sœur de Yoshi dans l'incident de Sayama s'est suicidée juste après sa sœur, parce que sans doute que c'était trop dur à supporter pour elle. Et du coup là ça serait un peu pareil avec l'histoire de la sandale qui était retrouvée. Du coup c'est pour ça qu'elle voit Totoro, puisque c'est un dieu de la mort, donc elle va le chercher, et du coup en gros elle décide de se suicider avec sa sœur. Sur un des arrêts du Chabus, donc du film d'animation, on pouvait lire Path to the Grave, donc qui signifie chemin vers la tombe. Et il y a d'autres histoires avec le chat, comme quoi la sœur de Yoshi elle aurait vu un chat avant de mourir, du coup ça rejoindrait le chat de Totoro etc. Mais du coup je suis désolée de vous décevoir, mais c'est faux. C'est faux, voilà, les studios Ghibli nous ont clairement dit que non, ils voulaient pas qu'on croie à cette histoire, que Totoro c'était pas du tout un dieu de la mort, et ils ont un peu genre contrer toutes les théories, et que vraiment ils voulaient pas du tout associer Totoro à cette terrible histoire du Japon. Donc désolée de casser votre délire, mais non, Totoro n'est pas inspiré par cette histoire, mais je trouvais ça quand même intéressant de parler de cette affaire, et en fait je voulais juste de vous expliquer d'où j'en ai trouvé l'origine. Même si c'est pas une histoire du coup qui est finie, on ne sait pas qui a tué au final Yoshi Nakata. Il y a cette histoire entre le policier et Ishikawa, c'est un petit peu tout... C'est assez spécial, donc je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous en parler. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça, vous savez, bref. Et puis du coup, bah moi je vous laisse. J'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars cette nuit. Et voilà, des bisous.